Morgan manque d'or et de temps. Avec plus de 50 onces qui l'éloignent encore de son objectif saisonnier, il accuse désormais un retard de plus de 175 000 $ de revenus potentiels, tandis que la coupe qui a soutenu son exploitation pendant des mois est en train de mourir lentement sous ses pieds. Il reste à peine un mois avant que le gel du Yukon ne scelle le sol pour une autre année, et chaque jour qui passe resserre la pression autour de lui. Sa mine perd tranquillement de l'or qu'il ne peut même pas voir, et les riches terres qui promettaient autrefois la sécurité disparaissent plus rapidement que prévu. Réalisant que la saison commence à s'écouler, Freddy Dodge et Juan Ibarra arrivent avec un seul objectif, trouver la pièce manquante qui pourrait complètement changer l'avenir de Morgan avant que l'hiver ne remporte la course. Ils commencent à fouiller sa concession, étudiant chaque couche de gravier avec les yeux exercés d'hommes qui ont passé des décennies à lire le langage des sols aurifères. Alors que Juan ramasse une pièce d'or déchiquetée, Freddy remarque immédiatement ses aspérités. « Cet or n'a pas voyagé très loin, n'est-ce pas ?» demande-t-il et Juan accepte. La forme pointue leur dit quelque chose d'important. L'or angulaire reste généralement proche de sa source d'origine, ce qui laisse entendre qu'un sol plus riche pourrait encore attendre quelque part à proximité. Cette possibilité les mène vers le légendaire White Channel, l'ancien gisement de gravier pâle, responsable de la production de l'or, le plus riche jamais découvert dans le Klondike. Pendant des générations, les mineurs ont chassé cette couche parce qu'elle a bâti des fortunes, détruit des fortunes et façonné l'histoire du Yukon lui-même. Si Morgan parvient à localiser suffisamment de White Channel intact avant l'arrivée de l'hiver, sa saison difficile aura peut-être encore une chance de se rétablir. S'il n'y parvient pas, alors les années les plus faciles de sa carrière minière sont peut-être déjà derrière lui, ne laissant qu'un terrain plus difficile et des décisions bien plus difficiles à prendre. La concession de Morgan se situe à l'ouest de Dawson City, le cœur historique de la ruée vers l'or du Klondike, dans l'un des districts miniers les plus isolés du Yukon. C'est un endroit où amener de l'équipement lourd est déjà un défi, et une fois que le fleuve Yukon coupe l'accès facile, le monde extérieur semble incroyablement loin. Il n'y a pas de déplacement rapide en ville pour les pièces oubliées, pas d'entrepôt à proximité rempli d'équipements de remplacement, et certainement pas de luxe de perdre de précieuses journées. Chaque panne devient un test de créativité, car tout ce qui tombe en panne doit être réparé en utilisant les outils et les pièces de rechange et la détermination déjà disponible sur la propriété. Ici, le temps n'est pas mesuré par des calendriers, mais par la météo. La saison minière ne dure que quelques mois précieux avant que les températures glaciales ne reprennent la terre avec une autorité absolue. Une fois l'hiver installé dans le Klondike, il n'y a ni négociation, ni prolongation, ni seconde chance. Les machines s'arrêtent, le sol durcit comme du béton, et chaque objectif inachevé doit attendre une autre saison si l'opération survit assez longtemps pour en voir une. Morgan a installé bien plus qu'une entreprise sur ce terrain. Il a investi l'avenir de sa famille, ses économies des années de travail acharné et d'innombrables sacrifices dans la conviction qu'il y a encore assez d'or caché sous ses prétentions pour justifier tout ce qu'il a risqué. Maintenant, cette fenêtre se ferme rapidement et chaque nettoyage a plus de poids émotionnel que le précédent. Freddy et Juan ne sont pas simplement arrivés pour inspecter une mine, mais pour mesurer si ce pari peut encore être sauvé avant la fin du temps imparti. Comme beaucoup de jeunes mineurs qui connaissent un succès précoce, Morgan a appris des leçons qui lui paraissaient vraies, car l'or ne cessait de le récompenser. Une série de saisons productives l'a convaincu que le bon terrain continuerait à payer, que le succès d'hier conduisait naturellement à celui de demain et que la confiance elle-même pouvait mener une opération à travers les moments difficiles. Lorsque les caisses d'or continuent de se remplir et que chaque nettoyage donne des chiffres encourageants, il devient étonnamment facile de croire que la partie la plus difficile de l'exploitation minière a déjà été maîtrisée. Le succès permet de rendre les habitudes dangereuses parfaitement raisonnables. Mais le Yukon n'a jamais récompensé uniquement la confiance. Il récompense une attention implacable, un ajustement constant et le mineur qui refuse de présumer quoi que ce soit sur le sol sous lui. La récupération de l'or est une bataille menée once par once, grain par grain, et le moindre détail négligé peut discrètement effacer des milliers de dollars sans que personne ne s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Les récents chiffres provenant de l'usine de lavage de Morgan suggèrent qu'il a commencé à faire plus confiance au sol qu'au processus, et le Klondike a l'habitude de punir exactement cette erreur. Un mineur peut travailler du lever du soleil jusqu'à longtemps après le coucher du soleil, brûler des milliers de gallons de diesel, déplacer des montagnes de gravier,
et perdre une quantité étonnante d'or sans jamais le voir disparaître. L'or perdu s'annonce rarement de manière spectaculaire. Cela n'arrive tout simplement jamais à grande échelle, ne laissant derrière lui que de petits nettoyages et une confusion croissante. Freddy et Juan sont venus répondre à une question difficile. Quelle quantité d'or échappe discrètement aux opérations de Morgan? Et s'il reste encore suffisamment de temps cette saison pour arrêter l'hémorragie avant qu'elle ne devienne irréversible? Debout à côté de l'usine de lavage après un autre nettoyage, Freddy commence à interroger Morgan sur l'historique de l'opération. Au cours des 6 dernières années, combien avez-vous produit ici? Demande-t-il. Morgan répond que la concession a produit environ 600 onces d'or construites au cours d'années de travail acharné aux côtés d'une petite équipe. Bien qu'il emploie quelques personnes, Morgan sait que la responsabilité repose en fin de compte sur ses épaules. Chaque jour, il doit être présent, prendre des décisions, diriger le travail, résoudre des problèmes et essayer de construire un avenir à partir de l'une des industries les plus difficiles au monde. Le nettoyage est déjà terminé lorsque les 3 hommes se rassemblent autour de la balance en attendant qu'un autre numéro raconte son histoire. L'exploitation minière réduit souvent des mois de travail épuisants en quelques secondes tranquilles pendant que l'or se met en place et que le poids final apparaît. Pour Morgan, cette seule course de 4 heures revêt une importance énorme. Pour rester dans le rythme d'une saison de 200 onces, d'une valeur d'environ 700 000 $, il lui faut en moyenne environ 2 onces et demie à chaque course, soit une valeur d'or d'environ 8 700 $. Ce n'est pas un rêve ambitieux. C'est simplement le minimum requis pour maintenir l'exploitation en bonne santé. La balance numérique se stabilise lentement à 2,35 onces. Il ne s'agit pas d'un nettoyage désastreux et personne ne réagit comme si la saison s'était soudainement effondrée. Pourtant, tout le monde comprend que ce chiffre est encore inférieur à ce qu'il devrait être. La différence semble presque insignifiante lors d'un seul nettoyage, mais l'exploitation minière n'est jamais décidée par une seule opération. Elle se décide par l'accumulation incessante de petites victoires ou de petites déceptions répétées encore et encore. Réparties sur le mois restant avant que le temps glacial n'arrête tout des nettoyages comme celui-ci, laisserait progressivement Morgan avec plus de 50 onces de retard. Au prix actuel de l'or, ce déficit représente bien plus de 175 000 $, disparaissant des revenus attendus pour l'année. Morgan admet ouvertement que la situation le rend nerveux et que l'inquiétude inscrite sur son visage ne peut être cachée. Il ne s'inquiète plus d'un nettoyage décevant. Il commence à reconnaître les contours d'une saison entière qui s'écoule. Freddy tourne rapidement son attention vers le problème plus profond car les mineurs expérimentés savent que les chiffres décevants arrivent rarement par hasard. Le problème, explique-t-il, ne réside pas nécessairement dans les grosses pépites que Morgan récupère fièrement. Ces morceaux d'or grossier les plus lourds se déposent naturellement à l'intérieur de la boîte à écluses, car la gravité joue en leur faveur, ce qui les rend relativement faciles à attraper, même avec une configuration imparfaite. Le véritable danger est caché à l'intérieur des plus petites particules, l'or fin qui s'échappe tranquillement inaperçu, tandis que tout le monde célèbre les plus gros morceaux laissés derrière eux. L'or fin se comporte très différemment de l'or grossier. Au lieu de tomber rapidement dans l'eau courante, les minuscules flocons et les fleurs dorées restent suffisamment légers pour suivre complètement le courant à travers le système de récupération avant de se déposer dans les rapides. À moins que chaque partie de l'usine de lavage ne soit soigneusement réglée et constamment surveillée, ces particules microscopiques continuent simplement en aval et disparaissent à jamais dans les résidus. Ils ne laissent aucun avertissement, aucune panne matérielle dramatique et aucun indice visuel évident. Ils enlèvent simplement des bénéfices grains invisibles à la fois. Morgan admet qu'il a eu du mal à capturer leur faim malgré des tentatives répétées, et cet aveu honnête explique bien plus que n'importe quel nettoyage décevant. Freddy a observé cette histoire exacte se dérouler d'innombrables fois dans le Klondike. Les jeunes mineurs profitent de plusieurs saisons productives grâce à une terre riche et à un or grossier facile, se familiarisent progressivement avec leur système de récupération et finissent par cesser de courir après la moindre particule fine avec l'obsession nécessaire pour rester rentable. Lorsque cela se produit, la mine semble toujours réussie en surface, même si des milliers de dollars coulent tranquillement de l'arrière de l'usine chaque jour.
C'est exactement de cette manière que le Klondike a humilié d'innombrables mineurs. Un terrain riche crée la confiance. La confiance engendre la complaisance, et la complaisance draine lentement une opération bien avant que son propriétaire ne réalise ce qui se passe. Morgan est désormais dangereusement proche de suivre le même chemin. L'or grossier a donné à la mine une apparence plus saine qu'elle ne l'est réellement, masquant un problème de récupération qui s'aggrave à chaque nettoyage. Freddy reconnaît immédiatement cette tendance car il a vu trop d'opérations prometteuses s'effondrer après avoir commis exactement la même erreur. Finalement, Freddy tourne la conversation vers le but restant de Morgan. « Quel est votre objectif pour cette saison ?» demande-t-il. Morgan répond sans hésiter 200 onces. Freddy hoche la tête avant de demander la suite évidente. « À quel point es-tu proche maintenant ?» Morgan fait une brève pause avant d'admettre qu'ils n'ont récupéré que 40 onces jusqu'à présent. Dans ce moment calme, l'ampleur, leur fin manquant et l'hiver du Yukon qui approche à grands pas se combinent en une vérité indéniable. La partie la plus difficile de la saison de Morgan ne fait que commencer. Si vous le souhaitez, je peux continuer à réécrire la section suivante exactement dans le même style et dans le même ton afin que l'ensemble du script reste transparent. Il existe un deuxième problème qui s'ajoute au premier, et à lui seul, il pourrait être le plus dangereux des deux. La coupe sur laquelle Morgan travaillait est presque épuisée. Même s'il réparait sa récupération demain et colmatait toutes les fuites de l'usine, il n'aurait bientôt plus rien pour y circuler, car le terrain qui a porté toute sa saison est presque disparu. Il n'a pas seulement besoin d'attraper plus d'or, il a besoin d'un nouvel endroit pour le trouver, et il en a besoin avant que la coupe dans laquelle il se trouve ne cède complètement, et ne lui laisse une plante fixe et rien pour la nourrir. Ainsi, Freddy emmène Morgan sur ce qu'il appelle catégoriquement une aiguille dans une chasse aux bottes de foin pour trouver du terrain frais, et il n'a déjà qu'un seul objectif en tête, Canal Blanc. Il sait que cela se trouve quelque part sur cette concession de la même manière qu'un mineur expérimenté connaît la forme du pays sur lequel il se trouve. La vraie question, celle à laquelle on ne peut répondre depuis la surface, est de savoir si une quantité suffisante d'eau est à portée de main pour gagner sa vie, ou si elle est trop mince, trop profonde ou trop pauvre pour avoir de l'importance. De quel canal blanc s'agit-il ? Le canal blanc est la raison pour laquelle les yeux de Freddy s'illuminent à la simple mention de celui-ci. Il s'agit de graviers déposés par d'anciennes rivières, des rivières qui traversaient cette terre à une époque révolue, puis ont disparu, laissant leurs anciens lits enfouis sous tout ce qui a suivi. Au cours de cette immense période de temps, une forte concentration de quartz s'est frayé un chemin dans le matériau, et c'est ce quartz qui donne au canal sa couleur pâle, presque blanche, lorsqu'un mineur finit par le creuser. Lorsqu'un mineur du Klondike voit ce blanc dans le gravier, son pouls s'accélère. Parce que White Channel produit de l'or dans tout le district depuis plus d'un siècle, depuis la ruée de 1896, qui a déclenché la grande ruée vers le nord. Il est tissé dans l'histoire d'origine de tout le champ aurifère, le même gravier pâle, qui a attiré des dizaines de milliers de rêveurs vers le nord, et les a fait et brisés par milliers. Mais la réputation a une condition. L'or lourd a tendance à se déposer et à se concentrer sur le substrat rocheux, là où le canal rencontre la roche solide, ce qui signifie que voir le blanc n'est que la première étape d'un processus beaucoup plus long. La découverte du gravier pâle prouve qu'une ancienne rivière coulait ici. Cela ne prouve pas que la rivière ait laissé quelque chose qui mérite d'être creusé. Prouver que le canal transporte suffisamment d'or à une profondeur suffisamment faible pour être atteinte est le véritable test. Et ce n'est pas un test que Freddy est prêt à deviner. Pour cela, il veut un spécialiste qui lie ce terrain pour gagner sa vie. Problème à l'usine. Pendant que Freddy fait appel à son expert, l'usine rappelle à tous que le Yukon ne présente jamais qu'un seul problème à la fois. Le système d'alimentation se bouche, le matériau refoule déborde et se répand sur les côtés au lieu de circuler proprement dans le trommel. Et chaque cours qui déborde est de l'or potentiel qui sort tranquillement de la propriété sans jamais être traité. Un tel sabot n'est pas une nuisance. C'est une fuite lente, et c'est la seule chose qui maintient Morgan à flot. Juan y travaille comme il travaille sur tout, en remodelant la machine en fonction du travail, au lieu d'attendre des pièces qui n'arriveront jamais ici. Il plie à la main une goulotte d'extension en acier d'un demi-pouce d'épaisseur, forçant l'acier solide à prendre une nouvelle forme afin d'élargir le chemin dans le tambour trommel et de laisser passer plus de matériaux sans étouffer l'alimentation.
Mais plus de matière circulant dans l'usine signifie plus de chances de perdre les fines que Morgan saigne déjà. Donc Juan s'attaque en même temps au côté récupération. Il ajoute des tapis en boucle au seuil, la surface texturée étant conçue pour capturer les légers flocons que les pistes lisses ont tranquillement libérés dans les résidus. Puis comme couche d'assurance supplémentaire, il construit une écluse de 14 pieds, à partir de tous les débris qu'il peut récupérer sur place, une dernière prise visant directement l'or fin qui s'échappe partout ailleurs. C'est improvisé, c'est ingénieux, et c'est exactement le genre de réparation qui sépare une usine scellée d'une usine qui fuit. Ici, la différence entre attraper de l'or et le voir disparaître se résume souvent à une seule pièce de ferraille et à la volonté de la construire correctement. Le géologue se prononce sur la réclamation. Le géologue local Jeff Bond arrive pour aider Freddy à lire le terrain d'une manière qu'aucun homme ne pourrait gérer seul. Un géologue en activité qui connaît le Klondike ne peut pas deviner où coulaient les anciennes rivières. Il lit les pentes, les profondeurs et la couleur de la terre comme une langue qu'il a passé toute sa carrière à apprendre. Et cette maîtrise est exactement ce qui manquait à l'opération de Morgan. Jeff aime ce qu'il voit avec une mise en garde prudente. Il y a déjà une fosse creusée sur les hauteurs, ce qui leur donne un point de départ et une raison claire d'aller plus loin plutôt que de partir de rien, mais Jeff refuse de promettre quoi que ce soit avant le début. Jusqu'à ce qu'il teste et panne le matériau, personne ne sait vraiment ce qui se cache dans le gravier, et l'optimisme n'a jamais mis un seul flocon dans une casserole. Le premier mouvement découle directement de cette discipline. Freddy ramène Jeff à la gravière qui avait montré les premiers signes d'un possible canal blanc, payant l'endroit qui a déclenché toute cette chasse en premier lieu. Si le canal traverse la concession de Morgan, c'est l'un des endroits les plus logiques pour qu'il fasse surface. Il prélève un échantillon, l'analyse et laisse en le gravier donner la seule réponse qui compte. Le premier échantillon provient du niveau 25 pieds. Freddy et Jeff le déterrent, l'étalent soigneusement et surveillant le fond de la casserole pour déceler tout éclair de couleur, tandis que le matériau plus clair disparaît sur la lèvre. Ils regardent et continuent de regarder, et la couleur ne vient jamais. Pas d'or. C'est un coup de poing silencieux, 25 pieds d'effort, répondu par une casserole vide. Mais une casserole vide ne met pas fin à une chasse, et Jeff n'est pas prêt à radier le terrain, car le salaire du canal blanc peut être plus profond que la première couche prometteuse. Alors il continue à creuser. Après une autre heure complète de fouilles dans le gravier, Freddy et Jeff prélèvent un deuxième échantillon, cette fois à 35 pieds, 10 pieds plus profond que le premier, et dans un matériau qui semble être le substrat rocheux ou très proche de celui-ci. Ce détail est plus important qu'il n'y paraît, car l'or lourd se concentre dans la zone de contact, juste au-dessus du substrat rocheux, où des milliers d'années d'eau en mouvement l'ont laissé se déposer et se rassembler. Si le salaire doit apparaître, c'est ici qu'il devrait l'être. Cette fois, ils le font avec un réel espoir. Et la poêle leur donne une couleur, un seul petit flocon posé seul au fond. C'est de l'or, techniquement. C'est également loin d'être une sauvegarde, et cela oblige à prendre une décision difficile quant à l'endroit où creuser ensuite. Chasser le substrat rocheux sur la pente. Freddy et Jeff pourraient continuer à creuser dans cette même fosse en creusant de plus en plus profondément dans l'espoir que davantage d'or se cache juste en dessous du prochain saut. De nombreux mineurs obstinés ont fait faillite en faisant précisément cela, convaincus que le salaire était toujours inférieur d'un pied de plus brûlant du carburant et la lumière du jour chassant un seul flocon dans l'obscurité. Jeff lit la situation différemment, et il la lit comme le géologue qu'il est plutôt que comme un homme amoureux d'un trou qu'il a déjà creusé. L'or n'apparaît pas ici en quantité qui mérite d'être recherchée, et plus il s'enfonce, plus chaque passage devient lent et difficile. Passer plus d'heures dans cette fosse est un moyen coûteux de continuer à obtenir la même réponse décevante. Jeff lance donc l'appel pour descendre la pente jusqu'à un endroit où ils peuvent toucher le substrat rocheux sans d'abord écraser d'interminables pieds de mort-terrain. Avec cette seule décision, toute la logique de la chasse s'éloigne de l'endroit où ils espéraient que l'or se trouverait et se dirige vers l'endroit où la géologie dit qu'il devrait réellement se trouver. Freddy accepte immédiatement suivant la pente qui borde finalement la fouille, jusqu'à la façon dont les anciennes rivières ont tracé ce sol en premier lieu, et cet alignement est ce qui donne à la chasse une réelle chance de payer. L'écluse de Juan prend forme.
À 8 km de là, tandis que Freddy et Jeff poursuivent le canal blanc à travers les pentes, Juan atteint un tournant sur l'écluse de 14 pieds qu'il a construit à partir de ferraille. Le coffret et le système de distribution sont assemblés. Les os de la machine sont là. Et maintenant, vient la partie qui décide si elle capte l'or ou si elle le laisse simplement glisser à travers le fond. Une fois que les seuils sont entrés et que les tapis sont placés en dessous, la boîte entière doit rester à plat. Cette planéité n'est pas un détail de finition. Si la boîte fléchit sous le poids de l'eau et du matériau, le débit change. Des points morts se forment là où l'eau ralentit et l'or devrait chuter. Mais la géométrie est fausse et l'or fin pour lequel ils se battent si durement s'échappe à nouveau. Une écluse ne vaut que par son affaissement le plus faible, et Juan le sait. Sa touche finale est donc purement structurelle. Il soude 4 nervures en acier pour rigidifier l'ensemble de l'écluse et l'empêcher de fléchir sous la charge, transformant ainsi une boîte de ferraille improvisée en une machine rigide et fiable, qui conservera sa forme quelle que soit l'intensité de la saison. Une fois les nervures en place, l'écluse cesse d'être une idée intelligente et devient une pièce d'équipement sur laquelle Morgan peut réellement compter. 50 et 1 mg. Sur les nouvelles fouilles, le moment de vérité arrive enfin. Freddy et Jeff se sont déplacés vers le bas de la pente, ont touché le sol qu'ils voulaient et ont extrait leur matériel de l'endroit exact où la géologie leur avait dit de faire confiance. Ils le font couler surveillant la casserole avec tout ce qui reste au fond, et cette fois la casserole répond bruyamment. Il ne s'agit pas d'un simple éclat, mais de gros morceaux visibles d'or grossier, le genre de couleur qui fait oublier un instant les hommes expérimentés. C'est exactement ce que la chasse était censée trouver. Sur la balance, il lit 50 et 1 mg pour seulement 4 seaux de matériaux. Le chiffre est bon en soi, mais son véritable poids réside dans la comparaison. Ce nouveau salaire entraîne une augmentation de 25% de l'or par mètre par rapport aux matériaux que Morgan a extraits tout au long de la saison. Dans le cadre d'une opération qui manque de temps et n'atteint pas son objectif 25% d'or en plus sur chaque chantier n'aide pas seulement. Cela réécrit toute l'équation qui a fait que Morgan a connu une année perdante. Le travail de terrain est terminé et il est bien fait. Freddy remercie Jeff d'être venu. Morgan lui dit que c'était un plaisir de l'avoir sur la concession et Jeff repart avec la promesse de rester en contact, une faveur qui vient peut-être de sauver une saison. Reconstruire le test Trommel. Freddy et Juan n'ont pas fini, car un nouveau terrain riche n'a d'importance que si Morgan peut continuer à en trouver davantage après leur départ. Ils tournent donc leur attention vers une machine qui est restée inutile sur la réclamation, le Trommel d'essai inopérant de Morgan. Juan commence la reconstruction, pendant que Freddy termine les dernières réparations sur l'usine principale, et le Trommel doit être transporté jusqu'à la remorque pour y être travaillé correctement, car le camion ne peut pas atteindre le site en contrebas. La petite machine génère tous ses ennuis à cause de ce qu'elle fait pour tout ce qui vient après. Le Trommel d'essai passe devant l'usine principale, échantillonnant le sol et trouvant le meilleur matériau avant que Morgan n'engage toute son opération à le creuser. Une fois que cela fonctionne, Morgan ne se demande plus où mettre son fer. Il mène un véritable programme de test, il sait où il va et il sait ce que le sol contient avant de s'y attaquer au lieu de le découvrir à ses dépens lors du nettoyage. Alors Freddy et Juan le reconstruisent de la bonne manière, sachant très bien qu'il s'agit du bébé de Morgan et le traitant en conséquence. Ils construisent un nouveau bac de récupération et une nouvelle écluse arrachant un vieux piège à pépites qui s'est transformé en un V inutile et le remplaçant par un système de récupération qui fonctionne réellement. Lorsqu'ils montrent à Morgan la machine transformée, la fierté de la construction est évidente et ils le guident en la serrant contre le côté pour qu'elle repose exactement comme elle devrait. C'est une petite machine. Il s'agit peut-être de la mise à niveau la plus importante de l'ensemble de la concession, car elle change la façon dont Morgan exploitera l'exploitation minière longtemps après que Freddy et Juan aient fait leurs valises et soient partis. La chasse à travers les pentes a prouvé que le canal blanc pouvait être trouvé à la main. Le Trommel reconstruit transforme cette trouvaille chanceuse en un système que Morgan peut répéter lui-même. Le test final de 4 heures. Une fois l'usine réparée, la nouvelle écluse construite, la récupération de l'or fin scellé, et le Trommel d'essai renaissant, tout se résume à un dernier passage. Freddy et Juan lancent un autre test de 4 heures,
et l'eau semble bonne s'écoulant proprement dans le système amélioré. Chaque côte, chaque tapis et chaque chute remodelée est sur le point d'être jugée par le seul critique qui compte dans le clan Dyke, à savoir Lore lui-même. Les enjeux sont clairement exposés. Pour atteindre son objectif de 200 onces pour la saison et couvrir ses frais généraux, Morgan a besoin de plus de 6 onces par jour pour son opération, ce qui signifie que ce test de 4 heures doit dégager au moins 2 onces et demie pour le maintenir dans le rythme. Le chiffre qui pèse sur l'échelle est 2,35, la manière décevante qui a déclenché toutes les alarmes en premier lieu, et tout ce qui a été fait pendant toute cette visite existe pour le battre. Les enfants de Morgan sont là, alors que Lore arrive le petit public, pour un résultat qui décidera si le long été de leur père en valait la peine. Il n'y a pas de deuxième test à attendre si celui-ci échoue plus de temps sur le calendrier pour réessayer. Et tout le monde à l'usine sait que la saison dépend effectivement du prochain relevé. Le nettoyage est terminé, l'or est récupéré et les 3 hommes montent sur la balance. Le numéro qui change tout. L'or se dépose sur la balance et le nombre commence à grimper. 2 onces, puis 3 et demi. Déjà bien au-delà de la barre obsédante de 235 et toujours en hausse. Morgan le lit à haute voix pour que tout le monde puisse l'entendre. 3,72. Il s'agit de 3,72 onces issues d'un test de 4 heures, soit environ 13 000 $ en un seul court terme. Après les cuvettes vides, après le seul éclat à 35 pieds, après le pari d'abandonner la fosse et de descendre la pente, l'usine améliorée ne se contente pas d'atteindre l'objectif, elle l'enterre. Les correctifs tiennent, le nouveau terrain est payant. L'or fin qui disparaissait course après course est enfin capturé et compté. La projection de ce chiffre est stupéfiante. Réalisé sur une course complète de 10 heures, ce rythme place Morgan de plus de 3 onces au-dessus de son objectif quotidien chaque jour. Et sur une semaine, cela laisse entrevoir environ 200 000 $ d'or. C'est le chiffre d'une opération qui a débuté le même jour avec 50 onces de moins que l'objectif et en voie de disparition. Le swing, c'est toute l'histoire de la saison compressée en un après-midi. La distance entre un mineur perdant sa chemise et un mineur encaissant la meilleure semaine de son année, décidée par une poignée de réparations et une bonne fouille en aval. Ensuite, les enfants de Morgan arrivent avec des dessins qu'ils ont eux-mêmes réalisés, une excavatrice et un bulldozer griffonnés par de petites mains, et les remettent en guise de cadeau de remerciement. L'un d'eux remercie directement Freddy et Juan d'avoir aidé leur papa à obtenir beaucoup d'or. Comme le dit Freddy, ça fait du bien d'aider une famille comme celle-ci, avec des enfants empilés, une mère qui prend clairement soin d'eux, avec tout ce qu'elle a, et un père qui travaille 15 heures par jour, sans autre raison que de mettre de la nourriture sur la table pour chacun d'eux. Le terrain qui a sauvé la saison. C'est l'or qui pourrait sauver la mine de Morgan. Et ce ne sont pas seulement les 37,2 onces qui pèsent sur la balance, c'est la preuve que le terrain paiera, que les amendes peuvent être attrapées et qu'une saison que tout le monde craignait déjà perdue a été retirée du bord. Freddy et Juan sont sortis pour livrer une dure vérité et sont partis en rendant à Morgan tout son avenir, ainsi que l'équipement et les connaissances nécessaires pour le protéger une fois qu'il serait parti. Alors, qu'est-ce qu'il a sauvé? La découverte du canal blanc par Jeff Bond ou la finalisation du plan pour que Morgan arrête enfin de perdre tout cet or fin? Déposez votre réponse dans les commentaires ci-dessous, car les deux comptent et le débat en vaut la peine. Et si cette histoire vous a attiré, abonnez-vous et restez dans les parages, car la prochaine affirmation pourrait bien être la plus folle à ce jour.